George Bush, Larry Silverstein ou bien l'Arabie Saoudite, voici les trois entités qui, comme on l'a vu dans la première partie, auraient très bien pu se cacher derrière les attaques du 11 septembre, avec des motivations bien distinctes pour chacun, que ce soit la guerre pour Bush, l'argent pour Silverstein ou encore la déstabilisation d'un ennemi pour l'Arabie Saoudite. Et imaginons maintenant qu'effectivement l'une de ces trois entités a réellement orchestré de toutes pièces les attaques du 11 septembre. La question qu'on serait en droit de se poser, c'est comment aurait-elle fait? Car que ce soit le World Trade Center ou bien le Pentagone, il paraît difficile à première vue d'avoir pu organiser ces attaques en avance et de faire croire au grand public des choses qui n'en étaient pas vraiment. C'est pour cela que durant cette deuxième vidéo traitant des théories du complot entourant le 11 septembre, on va voir ensemble comment de telles attaques auraient pu être organisées en amont. On parlera d'effondrement contrôlé, de tour numéro 7, de délit d'initié ou encore d'absence totale d'avion. Vous êtes prêts? Alors commençons tout de suite avec la première théorie, sans doute l'une des plus controversées, celle de l'effondrement contrôlé. Alors la théorie de l'effondrement contrôlé, elle est très connue et globalement elle cherche à démontrer que ce ne sont pas des avions qui ont provoqué la démolition des tours jumelles, mais plutôt des explosifs qui avaient préalablement été cachés. En fait, ce qui fait dire à beaucoup de gens que ce ne sont pas les crashs des avions qui ont provoqué l'effondrement des tours jumelles, c'est surtout la manière dont elles se sont effondrées. Car à première vue, on aurait pu imaginer que, vu comment les avions étaient rentrés dans les tours, ces dernières allaient s'écraser sur tous les bâtiments aux alentours. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, et les tours jumelles se sont effondrées sur elles-mêmes, verticalement, ne faisant au final que peu de dégâts autour. Et pour beaucoup de gens, c'est bien la preuve que l'effondrement des tours n'a pas été causé par le crash des avions, mais bien par des explosifs cachés dans les sous-sols du World Trade Center. Et pour appuyer la théorie, il existe pas mal d'éléments pour le moins troublants. Le premier, et pas des moindres, c'est tout simplement le témoignage d'un des anciens concierges des tours de l'époque, William Rodriguez. Ce dernier, qui a donc survécu à l'attaque, va expliquer lors de pas mal d'interviews que quelques instants avant l'impact, il a entendu un gigantesque grondement venant du sous-sol des deux tours. Il expliquera aussi que juste après avoir entendu ce grondement, il a vu une énorme boule de feu qui a traversé le bâtiment tout entier, tuant plusieurs personnes juste devant lui. Des confidences pour le moins troublantes qui accréditeraient la théorie selon laquelle des explosifs avaient préalablement été cachés au sein des deux tours. Après les attaques, Rodriguez va être interrogé par la fameuse commission d'enquête dont on a parlé dans la première vidéo, mais il se plaindra du fait que son témoignage ainsi que celui de certaines autres victimes n'aient pas été sérieusement pris en compte. Mais certains de ce qu'il avait vu et entendu, et surtout consterné par le peu de considération dont avaient fait preuve les autorités en charge de l'enquête, Rodriguez va décider d'attaquer le président Bush en justice pour complicité lors des attentats. Bon, forcément, il va pas gagner ce procès, mais il va vite devenir l'une des figures les plus emblématiques du 911 Truth Movement, et surtout son témoignage va servir de pilier pour la théorie de l'effondrement contrôlé. Car oui, à partir des confidences de Rodriguez, beaucoup de scientifiques et d'architectes du monde entier vont alors se pencher sur la manière dont les tours avaient été détruites, et si effectivement il était possible que ce soit des explosifs et non les avions qui aient fait s'écrouler les tours. En fait, tout prend vraiment de l'ampleur en 2002, quand un homme inconnu du grand public, du nom de Eric Hufschmidt, sort un nom intitulé Painful Question, An Analysis of the September 11th Attack. Commencez à connaître mon accent. Dans ce livre, vous vous en doutez, Eric remet en cause ce qui s'est réellement passé durant les attaques et explique pourquoi, selon lui, ce sont des explosifs qui ont fait s'effondrer les deux tours. Il soulève plusieurs éléments assez intrigants, comme la vitesse d'effondrement des deux tours, le fait que ces dernières soient écroulées presque parfaitement à la verticale, ou encore le fait que certains résidus et poussières retrouvés sur le site contenaient des traces d'explosifs. Et à peu près au même moment, en mai 2002, un autre événement va venir renforcer la théorie de l'effondrement contrôlé, le rapport de la FEMA. En fait, la FEMA, c'était l'organisme chargé d'enquêter sur la manière dont les tours avaient été détruites. Et le problème, c'est que son rapport final d'enquête va comporter pas mal d'éléments problématiques. Le premier, c'est le fait que les enquêteurs de la FEMA n'ont pas eu un accès complet aux débris des tours pour les examiner avant qu'ils soient recyclés ou éliminés. Donc forcément, faire une enquête sur comment des tours ont été démolies alors qu'on n'a pas pu vraiment accéder aux débris, c'est quand même un peu paradoxal. Le second élément étrange, c'est que le rapport d'enquête de la FEMA comportait pas mal d'approximations avec certains éléments pas pris en compte, des calculs mal faits ou encore des évaluations erronées. Enfin, et c'est sans doute le point qui a le plus mis le feu aux poudres, les enquêteurs de la FEMA n'ont jamais vraiment envisagé l'hypothèse de l'effondrement contrôlé, pas du tout suivi cette piste potentielle qui pourtant aurait pu être crédible. Donc forcément, entre ce rapport d'enquête assez incomplet, les révélations de William Rodriguez et la sortie du livre d'Eric Hufschmidt, beaucoup de gens vont commencer à réellement croire qu'on leur cachait quelque chose. Et la théorie va continuer à gagner en importance d'année en année, avec notamment la publication du livre The New Pearl Harbor d'un certain David Ray Griffin en 2004. Cet ouvrage reprend certaines théories connues, comme celle de l'implication probable du gouvernement américain, mais explique également que les tours du World Trade Center ont explosé à cause des bombes cachées dans les sous-sols. Et bien que la plupart des arguments avancés
avancée par Griffin soit assez farfelue et pas vraiment fondée, ce livre va connaître un grand succès et participer à la large diffusion de la théorie de l'effondrement contrôlé. Et face à une telle popularité, il fallait donc que les autorités américaines réagissent et fassent taire les critiques. C'est pour ça qu'après l'échec de l'enquête de la FEMA, c'est un autre organisme nommé le NIST qui sera chargé d'enquêter sur l'effondrement des tours du World Trade Center. Les enquêteurs du NIST vont alors mener un travail extrêmement approfondi et rigoureux afin d'une fois pour toutes comprendre comment les tours s'étaient écroulées. Et c'est seulement en 2005, après des années d'enquête, que le NIST va rendre son rapport final. Et le verdict est sans appel, ce sont bien le crash des avions qui ont fait s'écrouler les tours jumelles. Et les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice pour en faire penser à une démolition contrôlée. En fait, leur explication est assez simple. Quand les avions se sont écrasés dans les tours, ils ont fortement endommagé la structure interne des bâtiments et surtout déclenché de gigantesques incendies. Ces incendies auraient atteint des températures extrêmement élevées qui auraient alors affaibli la structure en acier des tours et provoqué leur effondrement. Pas de bombes cachées dans les tours ou je ne sais quoi, ce sont les avions qui ont provoqué cet effondrement. Sauf que vous vous en doutez, malgré le rapport du NIST, il y a encore énormément de personnes qui vont continuer à croire à la théorie de l'effondrement contrôlé. Et parmi ces personnes, il y a notamment un homme, Stephen Jones, qui va rapidement devenir l'un des défenseurs les plus farouches de cette théorie. Et Jones, il n'est pas vraiment comme les autres individus dont on a parlé avant, comme Eric Schmidt ou bien David Griffin. Non, Stephen Jones, il sort pas de nulle part, c'est un physicien respecté, un professeur d'université brillant, notamment connu pour ses travaux sur la fusion, et qui a donc une véritable expertise en ingénierie. S'il fallait une figure crédible pour défendre la théorie de l'effondrement contrôlé, c'est bien Stephen Jones. Et donc, à peine quelques mois après la sortie du rapport final du NIST, Jones publie un article dans lequel il démonte complètement le rapport d'enquête. Il explique que tout ce qui a été dit aux Américains est faux et qu'en réalité les tours sont pas effondrées à cause des avions. Il avance plusieurs arguments convaincants, comme le fait que dans les débris des tours, on a retrouvé des traces de nanothermites. Je vais pas vous faire un cours de chimie, mais globalement les nanothermites c'est des particules extrêmement petites qui, si elles sont portées à une certaine température, fragilisent fortement l'acier. Donc selon Jones, avant l'attaque, des nanothermites auraient été appliquées de manière stratégique à certains points de la structure des tours pour maximiser l'effet destructeur. Et au moment de l'impact, les nanothermites auraient réagi à la chaleur des incendies et fortement fragilisé la structure. D'ailleurs, en parlant d'incendie, Jones affirme que de toute manière, ces derniers n'auraient pas pu atteindre naturellement des températures suffisamment élevées pour affaiblir l'acier, au point de provoquer un effondrement total des tours. Et Jones conclut son article en expliquant que selon lui, et au vu de la symétrie de la conception du World Trade Center, il est littéralement impossible qu'elle se soit écroulée presque parfaitement verticalement. Bon, sur le papier, ces arguments semblent crédibles, et on pourrait se dire qu'effectivement, il est possible que les tours jumelles du World Trade Center aient été victimes d'un effondrement contrôlé via notamment les fameux nanothermites. Sauf que le souci, c'est que tous les arguments avancés par Jones vont être jugés comme irrecevables par une majorité d'experts et de scientifiques. Des nouvelles études vont être menées expliquant qu'en réalité, on n'avait trouvé aucune trace des fameuses particules de nanothermites parmi les débris du World Trade Center. Certains scientifiques expliqueront même que ce que Jones et ses collègues avaient analysé comme étant des nanothermites n'étaient en fait que des simples écailles de peinture. On a d'ailleurs un Français, Jérôme Quiran, qui va produire un rapport d'une trentaine de pages dans lequel il démontrera point par point les arguments de Jones. Mais comme souvent avec les théories du 11 septembre, ces arguments scientifiques vont pas réussir à convaincre les sceptiques. Jones, Griffin et d'autres personnalités vont continuer à publier des nouvelles enquêtes et livres visant à démontrer que oui, l'effondrement des tours jumelles n'avait pas été causé par les crashs d'avions. Et ce, malgré le fait qu'énormément de scientifiques et d'architectes ont démontré le contraire. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que si la théorie de l'effondrement contrôlé des tours jumelles est aussi convaincante dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est car elle est le reflet parfait d'une autre théorie, beaucoup plus troublante, celle de l'effondrement contrôlé de la tour 7 World Trade Center. Alors si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo, on a vu que le 7 World Trade Center, qu'on appelle aussi tour numéro 7, c'est une tour construite dans les années 80 par Larry Silverstein. Et le 11 septembre 2001, tout comme ses deux grandes sœurs, la tour numéro 7 va également s'effondrer sur elle-même. Mais là, vous voyez déjà le petit problème arriver. Car bon, ok, les deux tours jumelles ont pu être victimes d'un effondrement contrôlé, mais elles ont quand même subi le crash de deux Boeing 767 en plein cœur de leur structure. Par contre, la tour numéro 7, il n'y a absolument aucun avion qui lui est rentré dedans. Et pourtant, elle s'est aussi écroulée exactement de la même manière que les deux tours jumelles. Vous comprenez donc qu'aux yeux de beaucoup de gens, c'est quand même assez suspect. Et donc tout comme les tours jumelles, certains vont penser que la tour numéro 7 a été détruite suite à une démolition contrôlée. Comme pour la théorie précédente, la théorie de l'effondrement contrôlé de la tour 7 va être défendue par les mêmes protagonistes. Donc on retrouve Stephen Jones, Eric Schmidt ou encore David Griffin. Ils expliqueront tous que n'ayant même pas été touché par un avion, il est littéralement impossible que la tour numéro 7 soit effondrée naturellement. D'autant que vous vous souvenez du rapport initial de la FEMA, déjà qu'il était assez incomplet sur certains éléments concernant l'effondrement des tours jumelles. Pour ce qui est de la tour numéro 7, ça va être encore pire. En fait, le rapport de la FEMA va être très évasif concernant l'effondrement de la tour 7. Il va que très peu parler de cet événement et seulement expliquer qu'il n'y avait pas assez d'éléments concrets permettant d'expliquer comment la tour avait bien pu s'écrouler. Le rapport de la FEMA concernant la tour 7 est tellement imprécis que dedans il est
clairement écrit que des études plus approfondies seraient nécessaires pour pleinement comprendre les raisons de l'effondrement. Cette recommandation indique donc que les conclusions tirées étaient très insuffisantes et nécessitaient une investigation bien plus approfondie. Et c'est ce qui va se passer. Face à la montée en puissance de la théorie de l'effondrement contrôlé de la tour 7, une nouvelle entité va être chargée d'enquêter sur ce qui s'était réellement passé. Et cette entité, vous la connaissez, car c'est littéralement la même que celle qui a enquêté sur l'effondrement des tours jumelles, à savoir le NIST. Sauf que cette fois-ci, l'enquête va durer bien plus longtemps, et c'est seulement le 20 novembre 2008, soit 7 ans après les attaques, que le NIST rend son rapport final concernant l'effondrement de la tour 7. Before I tell you what we found, I'd like to tell you what we did not find. We did not find any evidence that explosives were used in the collapse of Building 7. Dans ce rapport, les enquêteurs du NIST vont expliquer que tout comme l'effondrement des tours jumelles, l'effondrement de la tour numéro 7 était tout à fait anormal et qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve montrant la présence d'explosifs cachés dans le bâtiment. Selon eux, l'effondrement du 7 World Trade Center serait en fait essentiellement dû à des incendies qui auraient affaibli la structure de la tour jusqu'à la faire s'effondrer complètement. Une explication logique qui ne suffira pourtant pas à calmer les défenseurs de la théorie de l'effondrement contrôlé. Et ce, pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, et ce on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, il y a cette fameuse interview du propriétaire du World Trade Center, Larry Silverstein, sortie en 2002 sur PBS. Dans cette interview, Silverstein emploie le mot « pull it », qui peut vouloir dire détruire ou démolir, et qui a donc été interprété comme une preuve montrant que Silverstein avait commandité l'effondrement de la tour 7. Mais c'est pas tout. Les défenseurs de la théorie, notamment Stephen Jones, vont également pointer du doigt le fait qu'avant le 11 septembre 2001, jamais aucune tour ne s'était effondrée de cette manière à cause d'un simple incendie. L'une des comparaisons qui va souvent être faite concerne l'incendie de la tour One Meridian Plaza à Philadelphie. En effet, en 1991, ce gigantesque bâtiment de plus de 150 mètres a été victime d'un incendie qui l'a complètement ravagé. Pendant environ 7 heures, le feu va brûler la majeure partie de la tour et il faudra aux pompiers énormément de temps pour pouvoir l'éteindre. Sauf qu'au bout du compte, même s'il était extrêmement mal en point, le One Meridian Plaza a survécu et ne s'est pas effondré, contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup craignaient à l'époque. Logiquement, le parallèle entre l'incendie du One Meridian Plaza et celui de la tour 7 va être fait par les défenseurs de la théorie de l'effondrement contrôlé. On a deux gigantesques tours en proie à des graves incendies, sauf que l'une s'effondrera complètement, alors que l'autre restera debout. C'est vrai que c'est troublant, mais certains ingénieurs vont expliquer que si la tour 7 a été aussi vulnérable face aux incendies, c'est car son architecture était très spéciale et ne ressemblait en rien à la plupart des autres tours de l'époque. Enfin, l'un des derniers gros arguments utilisés par les défenseurs de la théorie de l'effondrement contrôlé, c'est le fait que certaines chaînes de télévision aient annoncé la chute du 7 World Trade Center alors que celui-ci était encore debout. C'est notamment le cas de la journaliste de la BBC Jen Stanley qui le 11 septembre 2001 à 17h09 va affirmer à l'antenne que la tour 7 s'était écroulée, alors même que la tour était encore debout et qu'elle ne s'effondrera que 23 minutes plus tard à 17h32. Une erreur qui au départ va passer inaperçue mais va ensuite être reprise massivement comme preuve irréfutable par tous les défenseurs de la théorie de l'effondrement contrôlé. Jen Stanley démentira bien entendu par la suite et expliquera que le stress et l'adrénaline ressentis le jour du 11 septembre 2001 étaient immenses et que cela l'avait amené à dire certaines choses qui n'étaient pas forcément vraies. Mais vous commencez à en avoir l'habitude, cette explication va pas réussir à calmer les défenseurs de la théorie de l'effondrement contrôlé. Ces derniers expliqueront que Jen Stanley avait été mise au courant à l'avance de l'effondrement de la tour 7 et qu'elle avait révélé cette info sans faire exprès lorsqu'elle était à l'antenne. Mais on peut quand même se poser une question simple. Quel intérêt auraient eu les organisateurs de l'effondrement de la tour 7 à mettre au courant de leur plan quelqu'un comme Jen Stanley? Je veux dire, à l'époque, c'était une simple journaliste de la BBC, et si on réfléchit un peu, c'est quand même assez tiré par les cheveux de se dire qu'elle aurait pu être impliquée. Et en fait, c'est tout le paradoxe de la théorie de l'effondrement de la tour 7. Sur le papier, on est d'accord, elle est super convaincante, car on parle d'une tour qui s'écroule sur elle-même alors qu'elle n'a subi aucune vraie attaque. Sauf que dans les faits, pas tant de preuves que ça, et même si la théorie est séduisante, elle est tout de même assez bancale. On est obligé de faire beaucoup de suppositions, et à part se dire c'est impossible qu'un tel bâtiment ait pu s'écrouler tout seul, on n'a pas d'éléments concrets. C'est assez frustrant, je vous l'accorde, et c'est pourquoi il est maintenant l'heure pour moi de vous présenter une théorie qui, elle, est extrêmement solide, et sur laquelle on a de nombreuses preuves, la théorie du délit d'initié. Les deux premières théories, qu'on pourrait en réalité regrouper en une seule portant sur l'effondrement contrôlé, constituent pour certains des preuves irréfutables que les attaques du 11 septembre ont été orchestrées de toutes pièces. Et les raisons d'une telle machination, comme on l'a vu, sont souvent les mêmes. Arnaque à l'assurance, création de lois très autoritaires, déclenchement de guerre, etc. Pourtant, il y a quelque chose dont on parle que très peu, et qui pourrait expliquer également pourquoi les attaques du 11 septembre 2001 ont bel et bien été prévues à l'avance. Et ce quelque chose, c'est tout simplement l'argent. Ok, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un délit d'initié? C'est lorsqu'une personne ayant des informations privées
privilégiés arrivent à en tirer profit en les utilisant pour réaliser des opérations financières avant que ces informations soient rendues publiques. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez qu'un de vos amis travaille chez Microsoft et que quelques jours avant la publication des résultats financiers annuels de l'entreprise, il décide de vous faire une confidence. Il vous explique que cette année, Microsoft a réalisé des bénéfices records et donc que la valeur des actions de l'entreprise va mécaniquement augmenter. Et immédiatement, comme vous êtes malin, vous achetez alors des actions Microsoft car vous savez que lorsque le grand public apprendra que l'entreprise a réalisé des bénéfices records, alors le cours de son action grimpera. Et ce que vous venez de faire, c'est ce qu'on appelle un daily d'initié. Gagner de l'argent en bourse grâce à des informations confidentielles. Mais donc, quel est le rapport entre votre ami de chez Microsoft et les attaques du 11 septembre 2001 ? Eh bien, selon une théorie assez méconnue, il serait probable que certaines personnes aient eu recours à des délits d'initiés pour gagner énormément d'argent grâce aux attentats. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent quand une catastrophe se produit dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, les marchés financiers paniquent et tombent alors dans le rouge. Et forcément, le 11 septembre 2001 n'a pas échappé à la règle et beaucoup d'entreprises américaines se sont écroulées en bourse juste après les attaques. Et les entreprises qui ont le plus souffert de ces attentats, vous en doutez, sont celles impliquées dans le domaine de l'aviation. Que ce soit Airbus, United Airlines, American Airlines ou bien Boeing, toutes ces sociétés ont vu leur capitalisation boursière dégringoler juste après les attaques. Et quand je dis dégringoler, on parle de chute de 30, 40, voire même 50% du cours de leur action. Donc imaginons que certaines personnes étaient au courant que des attaques allaient se produire, elles auraient très bien pu parier sur la baisse du cours des actions de ces entreprises et ainsi gagner énormément d'argent. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé. Peu de temps avant le 11 septembre 2001, des mouvements boursiers extrêmement suspects ont eu lieu, faisant dire à beaucoup de gens qu'il y avait effectivement eu des délits d'initiés. Certaines actions d'entreprises, notamment United Airlines et American Airlines, auraient en effet connu des volumes d'échanges anormalement élevés quelques jours avant les attaques. Et par anormalement élevés, on parle de volumes d'échanges 20 fois supérieurs à la moyenne. Forcément, plusieurs enquêtes vont alors être lancées pour faire la lumière sur ce qui s'était vraiment passé. L'une d'elles sera d'ailleurs menée par deux Européens du nom de Marc Chenet et Loriano Mancini. Et ces deux hommes sont loin d'être des amateurs, car le premier est un économiste suisse renommé, spécialiste des produits dérivés et enseignant à HEC Paris. Le second, lui, est un économiste italien, professeur à l'université de Zurich. Autant vous dire que ces deux hommes ne sont pas des amateurs et savent de quoi ils parlent. En 2007, Chenet et Mancini vont donc publier un long rapport sourcé dans lequel ils expliqueront qu'effectivement, peu avant les attaques, des volumes d'échanges très élevés avaient été observés sur plusieurs actions d'entreprise. Prenons par exemple l'action d'American Airlines. Selon le rapport, le 10 septembre 2001, soit la veille des attentats, 1535 contrats d'options de vente à échéance portant sur cette action vont être échangés à la bourse. Et pour vous donner une idée d'à quel point ce chiffre est énorme, sachez que les 3 semaines précédentes, seuls 24 contrats de ce type avaient été échangés, soit une augmentation de près de 6300% en un jour. Et l'action American Airlines est loin d'être la seule à avoir connu des mouvements boursiers extrêmement suspects peu avant les attaques. On a également la banque Morgan Stanley qui, elle, avait carrément ses bureaux dans le World Trade Center. Le 8 septembre 2001, 2157 options de vente portant sur l'action de l'entreprise sont achetées, contre une moyenne de 27 contrats par jour en temps normal, soit ici une augmentation de 7900% en un jour. Vous en voulez un dernier ? Ok, alors on peut aussi parler de la société United Airlines. Le 7 septembre 2001, 4744 options de vente d'actions de l'entreprise sont achetées, soit 4 fois plus que la moyenne. Tous ces mouvements boursiers assez suspects font donc dire à beaucoup de gens que le 11 septembre 2001 a été un moyen pour certains individus de gagner énormément d'argent. Et en soi, quand on y réfléchit bien, c'est pas très étonnant. Comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, et qui que ce soit qui organisait ces attaques en a visiblement profité pour toucher le jackpot. Il est possible, par exemple, que Ben Laden ait voulu faire d'une pierre deux coups et envoyer certains de ses agents aux États-Unis afin de placer en masse des options à la vente sur certaines entreprises. N'oublions pas qu'une organisation terroriste, ça fonctionne comme une société, et pour se développer, elle a forcément besoin d'argent. Et si ça se trouve, c'est même pas Al-Qaïda qui se cache derrière ces transactions. Comme on l'a vu dans la première partie, il est également possible que d'autres personnes étaient au courant à l'avance que ces attaques allaient se produire, et elles en ont donc profité pour gagner des milliards de dollars. Mais qui que ce soit en réalité qui effectue ces opérations boursières, ce qui compte c'est qu'elles aient eu lieu, car cela donne une preuve irréfutable que le 11 septembre 2001, ce sont pas que des attaques terroristes au World Trade Center ou au Pentagone. Non, derrière le 11 septembre 2001, il y avait des objectifs bien plus grands, cachés au grand public, et visiblement l'un d'entre eux c'était de gagner des milliards de dollars. Le 15 septembre 2017 sur Twitter, X, un internaute du nom de DNA poste ce message. À ce moment-là, toutes les personnes voyant le tweet explosent de rire, et ce message devient rapidement un mème soulignant à quel point les théories du complot peuvent aller loin. Car honnêtement, c'est impossible que des personnes pensent réellement qu'il n'y ait pas eu d'avion, non ? Bien en fait, si. Il existe une théorie assez méconnue nommée la No Plane Theory, expliquant qu'aucun avion ne s'est écrasé au Pentagone et que c'est un missile qui l'a frappé. La théorie est assez absurde dit comme ça, je vous l'accorde, mais pourtant elle compte un nombre conséquent de supporters qui avancent certaines preuves qui selon eux seraient irréfutables. En fait, pour être plus précis, il y a surtout
un élément qui va perturber beaucoup de personnes. Et cet élément, c'est tout simplement l'état du Pentagone juste après les attaques. Regardez un petit peu ces photos. La pelouse est propre, les bâtiments semblent ne pas avoir subi tant de dégâts que ça, et surtout, où est l'avion? Non mais sérieusement, où est-il? On parle quand même d'un Boeing 757 pesant 116 tonnes, et pourtant sur les images de l'accident, on le voit pas. En voyant ça, un journaliste français du nom de Thierry Messant va leur sortir un livre en 2002 nommé L'effroyable imposture, dans lequel il parlera de ce phénomène et du fait qu'il existe presque aucune image des débris de l'avion au Pentagone. Et il expliquera que pour lui c'est logique, car c'est pas un Boeing 757 qui est rentré dans le Pentagone, mais plutôt un missile de guerre américain. Outre le fait qu'il y a eu peu de dégâts et de débris, Messant va pointer du doigt la taille du trou formé par l'avion, qui selon lui était de seulement 6 mètres de large. Une taille de trou extrêmement petite donc, et bien inférieure à ce qu'elle aurait dû être, prouvant une fois de plus selon lui que c'était un missile et non un avion qui s'était écrasé dans le Pentagone. Et enfin, selon Messant et les défenseurs de la théorie du no-plane, le fait qu'on n'ait pas eu de vidéo de l'avion rentrant dans le Pentagone, contrairement par exemple aux attaques du World Trade Center, montre encore une fois que c'est un missile qui s'est écrasé dans le bâtiment. Surtout que le Pentagone étant l'un des bâtiments les plus protégés des États-Unis, il disposait de plein de caméras de surveillance, et c'est statistiquement impossible qu'il n'en existe pas au moins une montrant le crash de l'avion au Pentagone. Forcément, face à une telle montagne d'accusations, les autorités américaines ne pouvaient pas rester sans rien faire. Elles devaient démontrer que c'était faux et que oui, un avion s'était bel et bien écrasé au Pentagone. Bon, tout d'abord, pour expliquer pourquoi il existait si peu de débris de l'avion, les autorités américaines ainsi que la fameuse commission d'enquête vont expliquer que l'avion, au moment de rentrer dans le Pentagone, s'était presque intégralement désintégré. Cela explique notamment pourquoi on ne voit pas de carcasse de l'avion sur la plupart des images d'archives. Mais d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a bel et bien retrouvé après coup certains débris de l'avion comme un train d'atterrissage, un siège ou encore un pneu. De plus, il existe des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes affirmant avoir vu un avion se cracher dans le Pentagone, et la plupart de ces témoins étaient des civils ordinaires. Difficile donc d'imaginer qu'autant de personnes auraient pu mentir sur une chose aussi grave. Enfin, et c'est quand même un argument plutôt solide, l'ADN de la plupart des passagers du vol 77 a été retrouvé sur les lieux de l'accident, démontrant une fois pour toutes que oui, un Boeing 757 avec des dizaines de passagers à son bord s'était bien écrasé dans le Pentagone. Mais malgré tous ces arguments, les défenseurs de la no-plane théorie ne vont pas capituler et ils continuent à clamer que c'était bien un missile qui avait frappé le Pentagone. Et c'est à ce moment-là, en 2006, que les autorités américaines, qui visiblement voulaient faire taire une bonne fois pour toutes les critiques, vont décider de rendre public la preuve censée prouver que le vol 77 s'était bien écrasé dans le Pentagone. La preuve ultime, celle qui renverrait la théorie du no-plane aux oubliettes et montrerait au monde entier qu'il ne faut pas croire bêtement les théories du complot. Et cette preuve, c'est tout simplement un enregistrement de caméra de surveillance montrant l'avion s'écraser dans le Pentagone. Et cette vidéo, la voici. Alors, vous êtes peut-être un peu déçus, n'est-ce pas? Car c'est vrai que sur la vidéo que je viens de vous montrer, on voit pas grand-chose, si ce n'est une sorte de masse grise qui rentre en collision avec le Pentagone. Et du coup, vous en doutez peut-être, mais quand cette vidéo est sortie, au lieu de détruire une bonne fois pour toutes la no-plane théorie, elle va faire complètement l'inverse, et plutôt la renforcer. Car quand les défenseurs de la théorie vont voir la vidéo, ils vont tout simplement expliquer que l'espèce de masse grise que vous avez vue, c'est pas le vol 77, mais tout simplement un missile américain. Et hop, en quelques jours, la théorie du no-plane était repartie de plus belle avec encore plus de partisans qu'auparavant. Un pattern qui, si vous l'avez peut-être remarqué, est d'ailleurs très récurrent en ce qui concerne les théories du 11 septembre. Les défenseurs d'une des théories avancent certaines supposées preuves, puis les experts la contredisent et apportent de nouveaux éléments. Mais ce qui ne décourage absolument pas les défenseurs de la théorie, qui au contraire sont souvent renforcés dans leurs croyances. Mais alors, pourquoi autant de gens continuent à croire en ces théories, malgré le fait que pour la plupart d'entre elles, il n'y ait pas vraiment de preuves solides? Forcément, il y a plusieurs explications, mais en ce qui concerne les théories du 11 septembre précisément, il faut pas oublier le contexte dans lequel elles ont vu le jour. Car au début des années 2000, la confiance de la population américaine envers son gouvernement s'est fortement dégradée, et c'est dans ce climat-là que la plupart des théories concernant les attentats du 11 septembre ont été créées. Il faut pas oublier qu'en 2003, 2 ans à peine après les attaques du 11 septembre, l'administration Bush mentait devant le monde entier en disant que l'Irak possédait des armes biologiques et qu'il fallait envahir ce pays. On apprendra un peu plus tard que tout ceci était complètement faux, que l'Irak n'a jamais possédé de telles armes et que c'était seulement un prétexte pour les Américains d'envahir ce pays. Beaucoup de personnes se sont donc fait la réflexion suivante: si le gouvernement américain a menti pour quelque chose d'aussi important, pourquoi n'aurait-il pas également menti sur les événements du 11 septembre? Et honnêtement, ce raisonnement, il tient la route, surtout que le déclenchement de la guerre en Irak, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres de fois où le gouvernement américain a sciemment menti devant le monde entier. À travers les 2 vidéos que j'ai faites, mon but c'était pas vous dire que le 11 septembre était un gigantesque complot et rien de ce qu'on vous a raconté était vrai. Non, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est car j'avais envie de vous expliquer
pourquoi certaines personnes pensent que le 11 septembre est un complot et quels arguments ils avancent. J'avais envie d'aller au-delà du simple cliché qui dit que les personnes pensant que le 11 septembre est un complot sont bêtes et conspirationnistes. Je pense qu'avec toutes les théories qu'on a abordées au cours de ces deux vidéos, vous avez bien vu que certaines s'appuyaient sur de vrais éléments troublants qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de réponse claire et précise. Je pense notamment à la théorie sur l'implication saoudienne qui, selon moi, est sans doute la plus convaincante. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelle théorie vous a convaincu ou bien au contraire dissuadé que les événements du 11 septembre 2001 pourraient potentiellement être un complot? Dites-moi tout ça en commentaire, je lirai vos messages avec la plus grande attention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à la liker, la partager, parce que ça m'étonnerait vraiment que YouTube la mette en avant. Abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car vous commencez à me connaître, on va aborder des sujets encore assez explosifs. C'était Max Bellona, je vous remercie encore une fois, et surtout je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.